Deux messages publiés depuis le compte de Didi. Le premier annonce sa mort de façon brutale et vulgaire. Le second décrit ce qui lui a été fait avec un niveau de détail qui glace le sang. Bien le bonsoir mes amis. Une mère, une fille, 20 ans de mensonges. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous retourner l'estomac. Restez avec moi, je vous dis tout sur l'affaire Gypsy Rose. Gypsy Rose Blanchard naît le 27 juillet 1991 à Golden Meadow en Louisiane. Dès ses premiers mois de vie, sa mère Didi Blanchard commence à construire autour d'elle une prison invisible. Pas de barreaux, pas de cadenas, juste des mots. Des mensonges soigneusement entretenus, répétés jusqu'à devenir une réalité que personne ne questionne. Didi est une femme souriante, toujours disponible, toujours prête à raconter les malheurs de sa fille à qui veut bien l'entendre. Et les malheurs sont nombreux, car selon elle, Gypsy souffre de leucémie, d'asthme sévère, de troubles musculaires qui l'empêchent de marcher, ainsi que d'épilepsie, de déficience mentale, bref, la liste s'allonge au fil des années. Gypsy grandit donc en fauteuil roulant. Elle porte une sonde gastrique pour s'alimenter. Elle prend des dizaines de médicaments chaque jour. Des médicaments pour des maladies qu'elle n'a pas. Elle dort avec un appareil contre l'apnée du sommeil. Ses cheveux tombent à cause des traitements inutiles qu'on lui impose. Elle ne va pas à l'école. Didi l'instruit à domicile, loin du monde extérieur, loin de tout regard susceptible de voir ce que personne ne doit voir. Les médecins se succèdent, certains doutent, posent des questions qui mettent Didi mal à l'aise. Alors elle change d'hôpital, change de ville, change d'état si nécessaire. Elle est insaisissable. Toujours un pas devant les soupçons, toujours armée d'une nouvelle explication, d'un nouveau dossier médical soigneusement fabriqué. Ce que personne ne comprend encore à cette époque, c'est que Didi souffre de ce que les psychiatres appellent le syndrome de Munchausen par procuration. Un trouble rare et terrifiant dans lequel le parent, presque toujours la mère, fabrique ou provoque délibérément la maladie de son enfant. Pas pour le punir, mais pour attirer l'attention, la sympathie et l'admiration. Pour exister aux yeux des autres à travers la souffrance de son enfant. Et Didi en tire énormément. Les associations caritatives leur offrent des voyages, des séjours à Disney World, des cadeaux, des dons financiers. Une organisation leur construit même une maison entièrement adaptée au fauteuil roulant de Gypsy, peinte en rose à la demande de Didi. Partout où elles vont, Didi est admirée. On la voit comme une mère courage, une sainte laïque qui sacrifie sa vie pour son enfant malade. Elle savoure chaque regard de compassion, chaque merci, chaque article de journal local qui raconte leur histoire. Pendant ce temps, Gypsy grandit dans cette prison dorée. Elle ne connaît pas d'autre réalité. Sa mère est son unique repère, son unique vérité. Elle l'aime et lui fait confiance, complètement, aveuglément, parce qu'elle n'a jamais eu la possibilité de faire autrement. Gypsy ne souffre d'aucune des maladies qu'on lui a diagnostiquées. Son corps est sain, ses jambes fonctionnent, son cerveau est intact. Mais ça, elle ne le sait pas encore. Elle n'a aucune raison de le savoir. Quand votre seule source de vérité depuis votre naissance vous dit que vous êtes malade, vous êtes malade. Et c'est sur cette fondation de mensonges absolus que commence l'histoire de Gypsy Rose Blanchard. Une histoire qui va prendre des années à se fissurer et qui, quand elle va éclater, va choquer le monde entier. Mais Gypsy grandit. Et en grandissant, des petites choses commencent à ne plus coller. Des détails, des silences et des questions sans réponse. Elle commence à se rendre compte de certaines choses. Gypsy Rose a une dizaine d'années quand quelque chose change en elle. Pas un événement précis, pas une révélation soudaine, plutôt une accumulation silencieuse de petits doutes qui s'installent, un par un, sans qu'elle sache vraiment quoi en faire. Son corps ne correspond pas vraiment à ce que sa mère décrit.
Quand personne ne regarde, elle peut bouger ses jambes, les sentir et les contrôler. La nuit, quand Didi dort, elle se lève parfois. Quelques pas dans le noir, en silence, avant de se rasseoir rapidement dans son fauteuil. Comme si elle faisait quelque chose d'interdit. Elle commence à poser des questions, timidement d'abord. Pourquoi elle ne peut pas aller à l'école comme les autres enfants du quartier? Pourquoi sa mère change de sujet ou devient froide dès qu'un médecin semble trop curieux ou trop insistant? Les réponses de Didi sont toujours les mêmes, construites pour éteindre le doute avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Tu es trop fragile pour l'école, les autres enfants ne comprendraient pas ta condition. Les médecins ne te connaissent pas comme moi je te connais. Moi seul je sais ce qui est bon pour toi. Je suis ta mère, je t'aime plus que tout au monde. Et Gypsy recommence à douter d'elle-même. Parce que c'est ça le génie cruel de Didi. Elle ne manipule pas seulement le monde extérieur, elle manipule la perception que Gypsy a de sa propre réalité. Elle lui apprend à ne pas faire confiance à ses propres sensations, à ses propres pensées. Elle lui apprend que son jugement est défaillant, qu'elle a besoin d'être guidée, protégée, et que sans sa mère, elle ne survivrait pas une seule semaine. C'est une forme de violence qui ne laisse aucune trace visible et aucune marque, aucune preuve, juste une jeune fille qui grandit en ne sachant pas vraiment qui elle est. Adolescente, Gypsy découvre Internet. Et Internet change tout. C'est une fenêtre sur un monde qu'elle n'a jamais eu le droit de connaître. Un monde où des gens vivent, rient, tombent amoureux, font des erreurs et recommencent. Un monde normal. Un monde dont elle est exclue depuis sa naissance. Elle crée des profils secrets sur des sites de rencontres. Elle se présente comme une jeune femme ordinaire. Pas de fauteuil roulant, pas de maladie, juste Gypsy. Parce que quelque part, dans un endroit qu'elle n'arrive pas encore à nommer, elle sait qu'elle est cette personne-là, normale, entière et vivante. Elle commence à échanger avec des hommes. Elle cherche de la connexion, de la tendresse, quelque chose que sa mère ne peut pas lui donner. Didi découvre ces échanges à plusieurs reprises, et ses réactions sont violentes et disproportionnées. Elle détruit les ordinateurs, coupe l'accès à Internet, punit Gypsy de façon qui oscille entre le contrôle total et la cruauté froide. À un moment, elle l'attache à son lit. À un autre, elle lui confisque ses affaires les plus précieuses. La prison se resserre. Mais quelque chose a changé dans la tête de Gypsy. Elle a entrevu une autre vie. Elle sait maintenant qu'elle existe cette autre vie. Et cette certitude, aussi fragile soit-elle, ne la quittera plus jamais. C'est à cette période que Gypsy comprend une chose fondamentale. Fuir sa mère ne sera pas simple. Didi a construit un système trop solide et trop hermétique. Gypsy n'a rien à son nom. Pas un compte bancaire, pas de téléphone personnel, pas d'existence légale autonome. Elle est piégée. Et elle commence à réfléchir sérieusement à la seule question qui reste. Comment sortir de là? Et c'est là que rentre en scène un homme. Un inconnu rencontré sur Internet, et cette rencontre va tout bousculer. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. En 2012, sur un site de rencontres chrétiens, Gypsy Rose tombe sur le profil de Nicolas Godjohn. Il a 23 ans et vit dans le Wisconsin, à des centaines de kilomètres de la Maison Rose où Gypsy passe ses journées enfermée. Nicolas est un homme en marge du monde. Diagnostiqué autiste, souffrant de troubles de la personnalité, il a lui aussi grandi en dehors des cases normales, solitaire, facilement influençable. Il cherche lui aussi désespérément une connexion humaine authentique. Pour Gypsy, cette rencontre est une véritable révélation. Nicolas est le premier homme qui la voit comme une femme normale. Pas une malade, pas une victime, pas un fardeau. Une femme. Il l'écoute. Et lui, il la croit quand elle dit que quelque chose ne va pas dans sa vie. Il ne remet pas en question ce qu'elle ressent. Pour quelqu'un qui a grandi en apprenant à douter de ses propres perceptions, c'est vertigineux. Ils échangent pendant des mois, en secret, cachés derrière des écrans,
pendant les rares moments où Didi ne surveille pas. Gypsy lui révèle progressivement la vérité sur sa situation. Les médicaments forcés, le fauteuil roulant qu'elle n'a pas besoin d'utiliser, les années d'isolement, les mensonges, bref, Nicolas absorbe tout ça sans jugement. Et leur relation prend une intensité croissante, nourrie par la distance, le secret et le désespoir. Ils se rencontrent physiquement pour la première fois en 2011, avant même de vraiment se connaître lors d'une convention. Didi est présente. Gypsy réussit à s'éclipser quelques minutes pour retrouver Nicolas. C'est bref, furtif, mais réel. La première fois que Gypsy touche le monde extérieur de ses propres mains. Au fil des mois, leur relation évolue. Gypsy est désespérée. Elle a maintenant la vingtaine. Elle vit encore sous l'emprise totale de sa mère, sans liberté et sans avenir visible. Une fois, elle essaye de partir avec l'homme qu'elle a rencontré lors d'une convention. Didi les rattrape. La scène est humiliante, violente psychologiquement. Didi la ramène à la maison comme on ramène un objet égaré. Gypsy comprend alors qu'une fuite ordinaire est impossible. Didi a trop de contrôle. Si Gypsy disparaît du jour au lendemain, Didi lancera une alerte, contactera la police, jouera la mère éplorée dont la pauvre fille malade a été enlevée. Et tout le monde la croira, parce que tout le monde l'a toujours cru. Il n'y a qu'une seule façon de sortir de cette prison. Et Gypsy commence à en parler à Nicolas. Pas clairement au début, par allusion, par question hypothétique. Et puis de plus en plus directement. Se débarrasser de Didi, définitivement. Nicolas ne recule pas. Bien au contraire, leur relation prend une dimension alors de plus en plus sombre, de plus en plus obsessionnelle, et ils élaborent des plans. Ils les abandonnent, puis en font de nouveaux. Nicolas est prêt à tout pour Gypsy. C'est du moins ce qu'il dit. Et Gypsy, qui n'a jamais connu l'amour sous une forme saine, prend cette promesse pour de l'amour véritable. Ce qui se passe dans la tête de Gypsy à ce moment-là est complexe et difficile à juger de l'extérieur. Elle n'est pas une tueuse froide qui planifie un meurtre par cupidité. Elle est une femme brisée qui ne voit littéralement pas d'autre issue. 20 ans de manipulation ont réduit son horizon à presque rien. Elle ne pense pas en termes de liberté, de nouvelle vie, de possibilités. Elle pense en termes de survie. Et dans son esprit fracturé par des années d'emprise, éliminer sa mère est devenu synonyme de survivre. Ce glissement-là, d'une victime vers quelqu'un de capable de planifier un meurtre, est l'un des aspects les plus troublants de cette affaire. Parce qu'il ne se produit pas du jour au lendemain, il se produit lentement, progressivement, au terme de décennies de destruction psychologique systématique. Et ça pose une question que le droit a du mal à trancher proprement. À quel moment une victime devient-elle responsable de ses actes ? Est-ce qu'on peut tenir pour pleinement responsable quelqu'un dont la capacité à penser librement a été détruite depuis l'enfance ? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Elles n'en auront jamais. Mais elles sont au cœur de ce qui va suivre. Le 14 juin 2015. Une nuit qui va tout changer. Ce qui se passe cette nuit-là est vraiment brutal. Mais ce qui suit va encore plus vous choquer. Le 14 juin 2015, Nicolas Godjon monte dans un bus au Wisconsin. Direction le Missouri. Direction la Maison Rose. Gypsy l'attend. Elle a tout préparé. Elle sait ce qui va se passer cette nuit-là. Elle a demandé à Nicolas de faire le geste elle-même, car elle ne peut pas le faire. Ou plutôt, le geste qu'elle refuse de faire de ses propres mains. Comme si cette distance physique pouvait atténuer quelque chose. Comme si ne pas tenir le couteau elle-même changeait fondamentalement ce qu'elle est en train d'orchestrer. Nicolas arrive en fin de soirée. Didi est là, chez elle, sans se douter de rien. Elle voit Nicolas pour la première fois. Gypsy lui a parlé de lui comme d'un ami, rien de plus. Didi n'a aucune raison de se méfier. Elle ne sait pas que sa fille a passé des mois à planifier ce moment. La suite se déroule rapidement. Gypsy s'enferme dans sa chambre. Elle se couvre les oreilles.
Elle ne veut pas entendre. Nicolas entre dans la chambre de Didi. Il l'assassine dans son sommeil avec un couteau. Didi Blanchard meurt sans avoir eu le temps de comprendre ce qui se passait. Gypsy et Nicolas passent ensuite la nuit dans la maison, ensemble, dans la chambre de Gypsy. Et à quelques mètres du corps de Didi. Ce détail a choqué beaucoup de gens lors du procès. Comment peut-on rester là dans cette maison après ça? La réponse est peut-être dans ce qu'on a dit avant. Gypsy n'a pas de repères normaux. Elle n'a pas de famille à appeler, pas d'amis chez qui fuir, pas de vie extérieure à rejoindre. Le lendemain matin, ils partent ensemble vers le Wisconsin, comme deux amoureux en fuite. Gypsy marche jusqu'à la voiture, debout, sans fauteuil roulant. Pour la première fois de sa vie, publiquement, librement et sans se cacher. 2 jours passent et des voisins s'inquiètent de ne pas avoir vu Didi. Quelqu'un vérifie la page Facebook de Gypsy et tombe sur quelque chose d'incompréhensible. 2 messages publiés depuis le compte de Didi. Le premier annonce sa mort de façon brutale et vulgaire. Le second décrit ce qui lui a été fait avec un niveau de détail qui glace le sang. Ces messages sont publiés par Nicolas depuis le téléphone de Gypsy. Pourquoi? C'est une question qui reste sans réponse vraiment satisfaisante. Par provocation, par instabilité mentale, par un besoin obscur de proclamer ce qu'il venait de faire, bref, personne ne le sait vraiment. Ce qui est certain, c'est que ces messages vont déclencher ce qui suit. La police enfonce la porte de la Maison Rose. Didi est retrouvée dans son lit, morte depuis plusieurs jours. Et Gypsy, elle, est introuvable. Une enquête est immédiatement ouverte. Au départ, les enquêteurs pensent à un enlèvement. Une jeune femme handicapée, fragile, dépendante de sa mère. Qui d'autre pourrait être derrière ça? Mais en fouillant la maison, les policiers commencent à trouver des choses étranges. Des dossiers médicaux qui se contredisent. Des ordonnances pour des médicaments qui n'auraient jamais dû être prescrits ensemble. Des notes de médecins exprimant des doutes jamais suivis d'effet. Et surtout, aucune preuve médicale réelle des dizaines de maladies dont Didi affirmait que Gypsy souffrait. Les enquêteurs remontent la piste numérique des messages Facebook. Elle les mène directement à Nicolas Godjohn dans le Wisconsin. Il l'arrête et Gypsy est avec lui. Elle est arrêtée à son tour. Et là, devant les policiers qui l'interrogent, quelque chose de stupéfiant se produit. Gypsy se lève. Elle marche jusqu'à la chaise qu'on lui indique, sans aide et sans fauteuil. Les policiers la regardent, interloqués. Et Gypsy leur dit simplement « Je ne suis pas malade, je n'ai jamais été malade ». Et elle commence à tout raconter. Le monde qui découvre cette histoire dans les jours suivants doit aborder 2 horreurs simultanément. L'horreur du meurtre et l'horreur de ce qu'avait subi Gypsy pendant 24 ans. Les 2 sont réels, les 2 sont inexcusables. Et pourtant, l'une éclaire l'autre d'une façon qui rend tout jugement simple parfaitement impossible. Gypsy est arrêtée. Elle va devoir répondre de ses actes devant la justice. Mais le procès va poser une question que personne ne s'était posée auparavant. Peut-on condamner une victime? Gypsy Rose est arrêtée dans le Wisconsin en juin 2015. Elle a 23 ans. Elle coopère immédiatement et totalement avec les enquêteurs. Elle raconte tout. Les médicaments forcés, le fauteuil roulant inutile, les années d'isolement, les tentatives de fuite et les plans élaborés avec Nicolas. Elle ne minimise rien. Elle ne cherche pas à se défausser sur lui. Elle assume sa part dans ce qui s'est passé avec une lucidité qui surprend tout le monde. Les enquêteurs l'écoutent avec une stupéfaction croissante. Parce qu'au fur et à mesure que Gypsy parle, l'image de Didi Blanchard, cette mère courage admirée de tous, s'effondre complètement. Les médecins légistes examinent Gypsy. Leur conclusion est sans appel. Elle est en bonne santé. Ses muscles fonctionnent normalement, son système nerveux est intact. Ses yeux, qu'on lui avait dit défaillants,
voit parfaitement. Les années de médicaments inutiles ont laissé des traces. Son corps a souffert de traitements dont il n'avait pas besoin. Mais elle est vivante. Le dossier judiciaire se construit rapidement. Nicolas Godjon est inculpé de meurtre au premier degré. Pour lui, la situation est claire. Il est celui qui a physiquement commis le crime. Et il n'a pas le statut de victime de Didi que peut revendiquer Gypsy. Pour Gypsy, par contre, la situation est infiniment plus complexe. Son avocat négocie avec le procureur. Les deux parties reconnaissent que le contexte est sans précédent. Gypsy a commandité un meurtre, c'est indéniable. Mais elle a aussi été victime d'une forme de maltraitance sévère et systématique pendant toute sa vie. Ces deux réalités coexistent dans le même dossier. Et le droit américain n'a pas vraiment de case toute faite pour ça. Un accord est finalement trouvé. Gypsy plaide coupable de meurtre au second degré. En échange, le procureur recommande une peine réduite. En juillet 2016, elle est condamnée à 10 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle. La réaction du public à cette condamnation est massive et profondément divisée. D'un côté, ceux qui voient en Gypsy une meurtrière qui a planifié froidement la mort de sa mère et qui mérite d'être punie sévèrement. De l'autre, ceux qui voient une victime qui n'a jamais eu vraiment le choix, qui a grandi sans les outils psychologiques nécessaires pour envisager une autre issue et qui mérite la clémence plutôt que la prison. Mais il y a aussi une autre voix dans ce débat, celle de ceux qui rappellent que Nicolas Godjon, lui, n'était pas la victime de Didi, qu'il était un adulte libre de ses choix. Ces arguments sont soulevés lors du procès et ils ne sont pas sans fondement. En prison, quelque chose d'inattendu se produit. Gypsy s'épanouit. C'est elle-même qui le dira dans de nombreuses interviews. La prison est le premier endroit où elle se sent libre. Libre de manger ce qu'elle veut, de marcher où elle veut dans l'enceinte, de se faire de vrais amis, de lire, d'apprendre, de découvrir qui elle est vraiment en dehors du rôle que sa mère lui avait assigné depuis sa naissance. Elle obtient son diplôme d'études secondaires en prison. Elle suit des cours, elle lit énormément. Elle travaille sur elle-même avec des psychologues pénitentiaires. Elle commence à reconstruire une identité qui lui appartient vraiment. Une femme qui apprend à exister. Elle dit une phrase dans une interview qui résume tout, avec une économie de mots saisissante. Elle dit que la prison est la première liberté qu'elle ait jamais connue. Cette phrase fait mal à entendre, parce qu'elle dit tout ce qu'il y a à dire sur les 24 années qui ont précédé. Nicolas Godjon, lui, est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La justice a tranché clairement sur son cas, beaucoup moins clairement sur celui de Gypsy. Et c'est peut-être là que réside toute la complexité morale de cette affaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que Gypsy sort de prison. Et ce qui l'attend dehors, personne ne l'avait prévu. Le 28 décembre 2023, les portes de la prison pour femmes de Chillicothe dans le Missouri s'ouvrent. Gypsy Rose Blanchard sort. Elle a 32 ans. Elle porte une tenue soigneusement choisie, les cheveux longs, un sourire qui hésite entre la joie et l'incrédulité. Des caméras l'attendent, des journalistes et des fans. Parce que oui, Gypsy Rose est devenue une célébrité pendant ses années de détention. Portée par une fascination collective pour son histoire qui n'a jamais vraiment faibli. Elle marche librement sous le ciel ouvert, sans fauteuil roulant, sans sonde, sans médicaments. Juste elle, ses deux pieds sur le sol, et un monde entier devant elle qu'elle n'a jamais vraiment eu le droit d'explorer. Ce qui suit est vertigineux. En quelques jours, Gypsy devient phénomène médiatique mondial. Elle obtient sa propre série documentaire sur la chaîne Lifetime, intitulée The Prison Confession of Gypsy Rose. Elle ouvre un compte Instagram qui explose en quelques heures. Des centaines de milliers d'abonnés affluent presque instantanément. Les marques la contactent, les médias se l'arrachent, les plateformes lui proposent des contrats. Mais la liberté est plus compliquée que dans les rêves, beaucoup plus compliquée.
Gypsy sort de prison avec un mari, Ryan Anderson, un homme qu'elle a rencontré par courrier pendant sa détention et qu'elle a épousé en 2022 lors d'une cérémonie organisée dans la prison. Leur relation avait semblé solide pendant les années de détention, nourrie par des lettres, des visites et des projets d'avenir. La réalité du quotidien ensemble est une autre histoire. Gypsy n'a jamais vécu en couple normalement. Elle n'a jamais partagé un appartement avec quelqu'un librement. Elle n'a jamais eu à négocier les petites choses du quotidien, qui fait la vaisselle, comment on gère l'argent, comment on règle les désaccords sans que l'un écrase l'autre. Ces choses que la plupart des gens apprennent progressivement entre l'adolescence et l'âge adulte. Gypsy doit les apprendre à 32 ans, sous les yeux de millions de personnes qui suivent sa vie sur les réseaux sociaux. En janvier 2024, à peine quelques semaines après sa sortie de prison, Gypsy annonce sa séparation avec Ryan Anderson. L'annonce fait l'effet d'une bombe. Les médias s'emparent de l'histoire, les commentaires fusent, certains compatissants, d'autres cruels. Gypsy gère tout ça en public, avec une transparence qui surprend et qui touche en même temps. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Gypsy Rose apprend à être adulte à 32 ans. Elle apprend à faire ses courses seule, à choisir ses vêtements sans que personne lui dise ce qu'elle peut ou ne peut pas porter. Elle apprend aussi à gérer la célébrité, à distinguer ceux qui s'intéressent vraiment à elle de ceux qui veulent juste exploiter son histoire. Elle apprend à dire non, à poser ses limites, toutes ces choses qu'on apprend normalement pendant l'enfance et l'adolescence. Apprendre à faire confiance, apprendre à se méfier, apprendre à se connaître. Elle les découvre en même temps que le reste du monde la regarde. Ce qui est frappant dans les interviews de Gypsy après sa libération, c'est son absence de haine. Elle parle de Didi avec une distance étrange, presque clinique parfois, émotionnelle d'autres fois. Elle dit comprendre que sa mère était elle-même malade, qu'elle n'agissait pas par malveillance, mais par une pathologie qu'elle ne contrôlait pas vraiment. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Gypsy était-elle une coupable, une victime ou un peu des deux à la fois? C'est la question qui me hante depuis que je suis plongé dans cette affaire. L'affaire Gypsy Rose Blanchard est inconfortable, profondément inconfortable. Et elle l'est précisément parce qu'elle refuse les cases simples dans lesquelles on aime ranger les histoires criminelles. Le bourreau et la victime, le bien et le mal, le coupable et l'innocent. Ici, ces catégories s'effondrent les unes après les autres dès qu'on regarde de près. Didi Blanchard était une mère aimante aux yeux du monde entier pendant plus de 20 ans. Les gens qui la connaissaient l'admiraient sincèrement. Les associations caritatives qui les aidaient ne voyaient aucune raison de douter. Les médecins qui exprimaient des soupçons étaient rapidement remplacés par d'autres, plus accommodants. Elle avait construit un système tellement cohérent, tellement bien huilé, que même les professionnels de santé les plus attentifs avaient du mal à percer la façade. Et pourtant, cette même femme a passé 24 ans à détruire méthodiquement la vie de sa propre fille. Ces deux réalités coexistent dans la même personne. Et ça nous force à regarder différemment les gens qui nous entourent. Les façades parfaites, les sourires constants, les histoires trop bien racontées. L'affaire Gypsy Rose a forcé des juristes, des psychiatres, des philosophes et des millions de citoyens ordinaires à se confronter à une question fondamentale. Peut-on tenir pleinement responsable quelqu'un dont la liberté intérieure a été détruite méthodiquement depuis l'enfance? Il n'y a pas de réponse simple et il n'y en aura jamais. Et c'est peut-être ça le legs le plus important de cette affaire. Pas la célébrité de Gypsy, ni les documentaires et les séries qui en ont été tirés. Le syndrome de Munchausen par procuration existe. Il est rare, mais il existe. Et il laisse des victimes invisibles, des enfants qui grandissent en ne sachant pas que leur souffrance n'est pas normale, en ne sachant pas qu'ils ont le droit d'exister autrement. L'affaire Gypsy Rose a mis ce trouble sous les projecteurs d'une façon que des décennies de littérature médicale spécialisée n'avaient pas réussi à faire. Et c'est peut-être pour ça que des millions de personnes à travers le monde continuent de suivre Gypsy. Pas par voyeurisme,
pas uniquement par fascination morbide, mais parce que dans son histoire fracturée, dans sa liberté apprise, dans ses erreurs assumées, beaucoup de gens reconnaissent quelque chose d'universel. Cette affaire m'a vraiment marqué, pas juste pour ce qu'elle raconte sur Didi et Gypsy, mais pour ce qu'elle dit sur nous. Sur notre capacité à voir ce qu'on veut vraiment voir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et dites-moi en commentaire si vous l'auriez condamné. Je lis absolument tous vos commentaires avec plaisir. En attendant, on se dit à très vite et prenez soin de vous les amis.